Vous l'avez déjà croisé dans Sans Sarah rien ne va, dans La revanche d'une blonde et dans The Holiday. Le rebound guy, c'est la personne que l'on fréquente juste après une séparation. En français, on dit relation pansement. Une aventure souvent éphémère, vouée à servir de pont entre deux histoires plus longues. Elle nous fait du bien, mais elle n'est pas censée durer. Quand Cléo rencontre Julien, elle ne s'attend à rien. Elle veut juste passer du bon temps. Juste de quoi se remettre de la rupture compliquée qu'elle vient de traverser. Elle ne veut pas de sérieux, mais le sérieux la rattrape. C'est alors que le rebound guy peut très vite devenir votre pire ex ever. Vous écoutez Transfert. L'histoire de Cléo a été recueillie au micro de Christophe Caron. On est en mai 2023. Je viens de me séparer de mon ex-compagnon avec qui je viens de passer 5 ans. On a acheté un appartement ensemble. On a des projets de vie évidemment tous les deux. On a envie de faire un bébé. Mon ex-compagnon m'avait demandé en mariage l'année d'avant, donc on devait se marier. On était fiancés en tout cas depuis 1 an. Et on ne s'est pas marié parce que ma mère est tombée malade. Évidemment, c'est un choc. Moi, je suis fille unique. J'ai pas de famille du côté de ma mère. Il me reste évidemment de la famille du côté de mon père, mais mes parents sont séparés, donc je suis un peu seule face à ça. J'ai pas de frères et sœurs. Ma mère est tétanisée par le diagnostic et sa maladie. Elle a quasiment aucune chance de s'en sortir, mais elle fait tous les traitements possibles et inimaginables. C'est très fatigant pour elle. Moi, je fais les allers-retours entre là où j'habite et ma ville d'enfance. Et je passe beaucoup de temps là-bas. Donc, je suis très peu ici et du coup, je vois très peu mon ex-compagnon. Ma mère décède en avril 2022. Mon ex-compagnon est avec moi. Ma mère décède avec nous deux. Donc, on vit un truc à la fois très fort et complètement ingérable émotionnellement. Et en même temps, on est là. Et on finit l'année tant bien que mal en se disant, bon, on vient de vivre un truc impossible et en même temps, on est là tous les deux et on le gère et on va se sortir de cette période-là aussi. Pendant ce temps-là, du coup, on a acheté l'appartement. On lance des travaux quasiment en parallèle du décès de ma mère. Les travaux commencent 15 jours avant. Puis en fait, ça part tout de suite en sucette. Mon ex-compagnon qui gère les travaux chez nous, pendant que moi, je suis évidemment d'abord au chevet de ma mère et puis ensuite en PLS allongée par terre à essayer de gérer son décès, commence à m'alerter un peu après pour me dire que ça se passe très très mal. On met quelques mois à réagir et à se rendre compte qu'en fait, on s'est fait arnaquer par quelqu'un qui abandonne le chantier et qui nous laisse en plan avec un appart pas fini. Et on finit de nouveau cette année en se disant qu'on va peut-être réussir à vivre une année normale parce qu'on accumule un peu. Sauf que ça se passe pas comme ça parce que je pense qu'on est à bout de nerfs tous les deux, que ce qu'on essayait de construire, ça se passe pas du tout comme on veut et on réagit pas du tout de la même manière face à ça parce que moi, je viens de perdre ma mère, donc plus rien ne me paraît important à ce moment-là, alors que lui est sur beaucoup de petits détails. Et malgré tout l'amour qu'on a l'un pour l'autre, moi, j'arrive à la conclusion qu'en fait, on s'en sortira pas tous les deux pour plein de raisons. Et je finis par partir de la maison quasiment 1 an, jour pour jour, après le décès de ma mère, le jour de mon anniversaire en l'occurrence. C'est plus rattrapable, alors que... Évidemment, moi, je pensais qu'on allait faire notre vie ensemble et qu'on était très amoureux. Après ma séparation, à la fois, je suis effondrée parce que c'est 5 ans de ma vie qui viennent de basculer et en même temps, je suis soulagée parce que malgré tout ce qui nous est arrivé, je crois qu'on arrivait un peu à la fin de notre couple ou en tout cas, il aurait fallu quelque chose de vraiment très fort pour réussir à refaire basculer notre couple autrement. Et je pars en festival avec des potes à Porto en juin. Évidemment, on parle beaucoup de ma séparation parce qu'il le connaissait très bien, parce qu'il voit aussi que je suis soulagée et que j'arrive à un stade où je sais que j'ai pris la bonne décision. Et on rigole un peu sur les prochaines rencontres et ce genre de choses. Moi, je suis pas du tout prête ou en état. Et en même temps, ils arrivent un peu à me convaincre que c'est peut-être le moment de m'amuser 5 minutes. Et ils rigolent en me disant « Mais vas-y, mets-toi sur Tinder. » Bref, je rentre de Porto et je me dis « Allez... »
je peux m'y remettre, je m'en fous. Enfin, je cherche rien, je veux rien, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Donc, je retélécharge donc Tinder et je me crée un profil sur Hinge et je match avec quelques mecs. J'y vais vraiment, mais sans aucune attente. Je cherche encore une fois rien du tout. Et je m'amuse, je rencontre assez peu de gars en l'occurrence, mais quelques garçons avec qui je rigole, avec qui c'est vraiment juste pour passer des soirées et des nuits. Et donc je passe l'été comme ça, à rencontrer quelques gars et à me sentir peut-être un peu libre. Sur Hinge, je rate un peu un profil d'un mec qui s'appelle Julien et je finis en décembre par repérer son profil et lancer la conversation. Moi, je suis descendue dans ma ville d'enfance pour télétravailler, en l'occurrence, et passer les fêtes. Je lance la discussion avec lui. C'est assez peu fructueux au début. Il s'appelle Julien. Il est plutôt beau. Déjà, il y a pas mal de blagues sur son profil qui me parlent. Il y a aussi un côté un peu engagé dans ce qu'il dit. Il dit qu'il va en manif. Qu'il est très clairement de gauche, il a l'air assez féministe dans ses propos, au moins ça correspond à certaines valeurs que j'ai. Au début, c'est très sporadique, on se met à parler, et puis sur une blague un peu insignifiante de sa part, la conversation dérape. Du coup, on se met à parler très clairement de cul, et on se chauffe. On se chauffe très fort, beaucoup, du matin au soir. Évidemment, moi, je suis dans ma ville d'enfance à 400 bornes de là. Lui, il est à Paris. On peut pas se voir. Donc, le fait d'être séparés par autant de kilomètres ne fait que renforcer le fait qu'on a très envie l'un de l'autre alors qu'on se connaît pas. Et on se parle toute la journée. Du matin au soir, on s'envoie des messages, message sur message sur message. J'ai jamais eu des discussions aussi longues, en fait, avant de rencontrer quelqu'un. Les discussions sont clairement très centrées sur le cul. Mais on fait quand même d'autres blagues, on se raconte un peu nos vies. Très vite, il me dit qu'il est sous antidépresseur. Il me dit aussi qu'il voit une psy. On se parle un peu de là où on en était avant de matcher, et notamment si on était dans des relations avant. Donc, moi, je lui dis que je viens de me séparer il n'y a pas très longtemps, après 5 ans. Lui s'est séparé il n'y a pas très longtemps non plus, après 4 ans. Sa rupture a été compliquée, longue. Moi, ça n'a pas forcément été simple non plus de quitter mon ex. Donc, on a l'air de se ressembler, en fait, ou en tout cas d'en être à un même point de vie, à un même stade dans nos vies. Et les échanges avec Julien, c'est à la fois de la grosse chaufferie d'un côté, et de l'autre côté, c'est quelqu'un qui est capable d'envoyer des photos de Noël avec sa grand-mère. Il raconte ce qu'il a eu à Noël, il montre son nouveau pull. Enfin, c'est des trucs un peu comme si on était déjà ensemble. Enfin, c'est pas des choses que moi j'enverrais comme ça, mais moi, ça me pousse à faire la même chose et je finis par lui envoyer des photos de ma famille à Noël, alors qu'en fait, on parle depuis 2 semaines ensemble. Et puis je me dis, cool, en fait, peut-être qu'on est un peu pareil et qu'on n'a pas trop peur de faire ce genre de move alors qu'on s'est jamais vu, quoi. Le jour où je vais remonter à Paris s'approche. Plus il approche et plus on est survoltés l'un et l'autre. On compte les jours, on compte les heures avant de se voir. On convient de se voir, évidemment, quand je rentre. J'ai prévu de rentrer le 30 décembre pour aller passer le 31 avec mes potes à Paris. Moi, j'ai un train qui arrive assez tard, à minuit, et normalement, j'ai une règle vraiment sur les rencontres d'appli, c'est que je n'invite jamais, mais jamais, un mec chez moi. Jamais, jamais. Et je ne vais jamais chez les mecs la première fois que je les vois. C'est toujours dans un endroit public, dans un bar, un resto, peu importe. Mais on convient de se voir chez moi et ça me paraît hyper normal. Je sais pas, je suis en confiance avec lui. Et donc, j'arrive à Paris, je prends ma valise, je rentre chez moi et 1 heure après, il sonne à ma porte. On se voit, on se plaît, on s'embrasse tout de suite et on couche ensemble, quasiment immédiatement. Chose qui, pareil, m'était jamais vraiment arrivée. Et c'est génial. Et c'est comme si on se connaissait depuis 1000 ans, que c'était pas du tout la première nuit qu'on passait ensemble. On a un degré d'alchimie au lit qui est assez dingue. On en parle d'ailleurs et on se le dit assez vite pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, c'est fou, ça arrive jamais, ce genre de truc. Et on passe la nuit ensemble, il dort chez moi, c'est super. Le lendemain matin, on se dit qu'on a très envie de se revoir. Je lui demande ce qu'il fait là pour le 31. Il me dit qu'il a une fête. Moi, j'ai une fête avec mes potes que je vais rejoindre et que je vais rejoindre en retard. Et qui se foutent de ma gueule parce qu'ils me demandent « Mais t'étais où ? Qu'est-ce que t'as fait ?» Je leur raconte la nuit que je viens de passer, improbable. Et je passe ma soirée du 31 avec mes potes et on s'envoie plein de messages
avec Julien. Lui a l'air de passer une super soirée, moi aussi. On hésite même à se rejoindre à un moment donné. Et puis en fait, moi, je suis crevée. Je finis par rentrer, couper mon téléphone. Et le lendemain matin, j'ai plein de messages de lui qui, visiblement, espéraient qu'on se rejoigne. Et en tout cas, on prévoit de se revoir la semaine qui suit, quoi. Après le 31, on se revoit assez vite. On recouche ensemble, c'est toujours aussi génial. Moi, je suis un peu surprise de ce qui est en train de se passer. J'en parle même à des potes en leur disant « mais c'est ouf, je pensais pas du tout tomber sur quelqu'un comme ça, certainement pas aussi proche de ma séparation avec mon ex ». On commence à se voir quasiment 2 à 3 fois par semaine dès le tout début. Quand on se voit pas, on se parle toute la journée. Comme pendant les vacances de Noël, en fait, c'est quelqu'un qui m'envoie des messages du matin au soir, la nuit, jusque tard. On s'envoie plein de photos, on se raconte nos journées pendant que notre journée est en train de se passer. Et c'est toute la journée des messages, des messages. Quand je réponds pas, il me relance. Si moi, je dis pas bonjour le matin, c'est forcément lui qui va me dire bonjour. Et j'ai l'impression qu'on est un peu sidérés tous les deux de notre rencontre. C'est à la fois beaucoup et en même temps, si c'est ça le flow de nous deux, finalement, ça me dérange pas en fait. Après quelques nuits ensemble, très vite, il me parle de plus protéger parce que c'est mieux. Moi, je suis pas très friande de ça. J'ai pas de contraception avec mon ex-compagnon parce que on avait pour projet de faire un bébé et qu'on se disait si ça arrive, ça arrive. Et là, on a cette conversation. Il me dit on pourrait peut-être se faire tester si tu veux. C'est très tôt, ça fait 10 jours qu'on se voit, c'est vraiment ridicule. Et en même temps, encore une fois, on est dans un flow où tout va très vite avec Julien. Je suis en confiance avec lui. Sa demande, elle est pas si folle. Et on se dit qu'on va se faire tester chacun de notre côté. Très vite, il me renvoie ses résultats pour me dire c'est bon, nickel, j'ai rien et moi non plus. Donc à partir de là, on arrête de se protéger. Moi, j'ai toujours pas de contraception, donc on est à la méthode à l'ancienne. Et en même temps, il y a évidemment un risque possible que je tombe enceinte. Et j'ai l'impression qu'on l'accepte. Et du coup, arrive l'autre question qui est, si on arrête de se protéger et qu'on se teste ensemble, on est bien d'accord qu'on couche ensemble non protégés que ensemble. Alors qu'on n'est pas exclusif à ce moment-là. C'est un peu risqué, mais on se met d'accord là-dessus. Il me dit, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Une fois qu'on arrête de se protéger, on commence un peu à discuter de ce que c'est nous deux. On a une première conversation qui arrive après le premier tout petit accro qu'on a tous les deux, où je lui demande ce qu'il fait ce soir, il me dit qu'il voit une copine. Je fais une blague en disant « Ah oui, une copine ». C'est vraiment une blague qui n'a pas de fond pour moi, je l'attaque sur rien du tout, et il le prend assez mal. Il me dit « C'est la 2e fois que tu fais ce genre de blague, j'apprécie pas, qu'est-ce que tu sous-entends par ça ?» Je m'excuse très vite en lui disant « Non, mais c'était pour rigoler, on s'est rien promis à ce moment-là tous les deux, donc il pourrait bien voir quelqu'un d'autre, il pourrait me le dire, c'est pas grave. » Le soir où il voit cette fameuse copine, j'ai plus de son, plus d'image. Pendant des heures, plus rien. Je lui envoie un message, il répond pas. Je lui renvoie un autre message, il répond pas non plus. Je suis assez étonnée, c'est la première fois qu'il disparaît un peu comme ça pendant quelques heures. Et en même temps, je m'inquiète évidemment pas, c'est pas très grave. Je reçois un message de lui assez tard qui me dit qu'il était pas très bien aujourd'hui, qu'il avait besoin un peu de couper. Il me dit qu'il est désolé de pas m'avoir donné de nouvelles. Moi, j'apprécie, je trouve ça cool qu'il dise ça. En même temps, encore une fois, c'est pas grave, c'était quelques heures. Et le lendemain, on en reparle un peu, je lui demande s'il va mieux, et en discutant, il finit par me dire qu'en fait, il était avec son ex. On commence un peu à parler, et le soir, on se voit, et je lui dis, en fait, raconte-moi, quoi. C'est quoi l'histoire avec ton ex? Parce que je sais qu'on est dans une situation similaire, qu'on a eu des relations longues. Et donc, il me raconte qu'ils se sont séparés une première fois, remis ensemble, puis reséparés, puis remis ensemble, que jusqu'à l'été dernier, ils sont partis en vacances ensemble pour essayer de sauver un peu leur couple. Et qu'ils ont décidé de se voir 6 mois plus tard pour voir où ils en étaient, et que c'était un peu la conversation finale, qu'il n'a pas osé me le dire, que c'était éprouvant aussi pour lui, qu'il a beaucoup pleuré, qu'il était très triste aussi que ça soit la fin d'une certaine manière, parce que c'est une histoire qui a beaucoup compté pour lui. Et
Et moi, je suis très empathique là-dessus, je comprends, je sais ce que ça fait, ce genre de séparation. Donc, même s'il me l'a pas dit sur le coup, je suis contente qu'il me le dise maintenant. Et puis, là, il déballe, en fait, quoi. Il déballe toute son histoire, que c'est aussi pour ça qu'il est chez la psy, qu'il a trompé son ex une fois, que c'est une erreur qu'il a fait, qu'il a pas envie de refaire, qu'il veut comprendre ce qui l'a amené à faire ça. C'est aussi pour ça qu'il est, entre autres, sous antidépresseurs. Il déballe même d'autres choses. Il me raconte, sa vie familiale, le divorce de ses parents, il me raconte qu'il a eu, un gros souci de santé, pas très longtemps avant sa séparation et j'ai l'impression, en tout cas en l'écoutant, qu'il a eu peur de mourir et il est obligé de prendre un traitement à vie. Il fait des contrôles réguliers, pour vérifier que les soucis ne réapparaissent pas, donc peut-être 2 fois par an et là, pour l'instant, ça va, mais c'est un truc qui a l'air de lui peser. Moi, ma réaction, c'est de faire la même chose. Donc, une fois qu'il a fini, il me dit: «Et toi?» Et moi, je lui balance, mon ex, ma mère, on parle de tout ce qu'on a vécu, en fait, ces 4-5 dernières années et ce soir-là et pourtant c'est tôt encore, dans notre histoire, je me dis: «OK, ça sera pas qu'un plan cul, c'est pas possible». On rentre dans des conversations et dans une proximité et une intimité qui est autre chose. Ou en tout cas, ça a créé une certaine discussion sur, «OK, mais on est quoi, en fait, nous 2 et est-ce que ça te ferait chier si je continue à avoir d'autres mecs et est-ce que ça te ferait chier si je continue à avoir d'autres meufs?» Et puis, au fur et à mesure, on finit par s'avouer que, ouais, ça nous ferait chier, en fait. Un soir, on est chez moi et on est tous les 2 au lit et on discute de nouveau et là, on acte le fait qu'en fait, on veut être dans une relation exclusive et en fait, moi, ça me va parce que je me rends compte qu'il me plaît vraiment beaucoup et que je voudrais pas passer à côté de ça non plus et qu'on verra bien où ça nous portera, en fait. Une fois qu'on a décidé ça change rien. Tout va bien, moi je commence à réfléchir à peut-être lui présenter des potes et arrive justement l'anniversaire d'une pote, Olga. Je lui demande si je peux amener Julien, elle me dit: «Oui, bien sûr», et Julien accepte, tout de suite, me dit qu'il sera super content de venir, donc la semaine passe et le matin, il m'envoie un message pour me dire: «Écoute, je suis vraiment, vraiment désolée, je suis vraiment trop con, j'ai complètement zappé, j'ai un anniversaire en fait ce soir». Je suis hyper déçue. Évidemment, ça arrive d'oublier un anniversaire, mais le message qu'il m'envoie est assez m'alerte un peu parce que ce pote, il a pas de nom. C'est dans un bar, c'est très vague. Ça tient pas totalement debout, en fait, et je me pose un peu la question de, est-ce que c'est pas une excuse, en fait, pour pas venir à l'anniversaire de ma pote? Mais j'ose pas, en fait, lui dire, «Mais tu pas en train de m'inventer un truc, là?» Et en même temps, j'ai tellement de doutes que quand même je le questionne. Et je lui dis: «Mais un pote, ce pote, c'est qui? Enfin, je comprends pas. Comment t'as pu oublier l'anniversaire d'un de tes meilleurs potes?» Enfin, et il me dit: «Mais je suis désorganisé, t'inquiète, je fais ça tout le temps». Et on se connaît pas, en fait, depuis longtemps. Donc, oui, peut-être qu'il est désorganisé et qu'il oublie, en fait, des trucs comme ça tout le temps. Je sais pas, ça fait un mois qu'on se voit. Donc, il me plante. Et je suis un peu déçue, je boude un peu. Et en même temps, on a 40 ans, je vais pas faire la gueule à mon mec parce que, il a zappé l'anniversaire d'un pote, quoi. Je lui propose qu'on se rejoigne, soit de le rejoindre à l'anniversaire de son pote, soit que lui me rejoigne à l'anniversaire d'Olga. Il me dit: «Non, mais tu sais, on va picoler, je vais être complètement bourré, j'ai pas envie de te rejoindre comme ça, j'ai pas envie que tu me vois bourré comme ça». Je suis un peu étonnée une nouvelle fois de ce truc parce que on va forcément se voir, bourré à un moment donné, mais bon, la conversation s'arrête là et moi je repars, boudeuse, tout en essayant de faire bonne figure et je remets quand même le truc sur le tapis le lendemain parce que comme d'habitude, il me parle très tôt le matin, il me parle toute la journée, et je lui réponds de manière, assez, sporadique, par onomatopée, donc il voit bien que je fais la gueule et je lui redis: «Écoute, je sais pas, c'est bizarre cette histoire, cet anniversaire de pote que tu as oublié». Et en fait, il se réexcuse et qu'est-ce qu'on fait quand, les gens s'excusent comme ça? En fait, on passe et c'est pas très grave. Arrive le mois de mars, Julien oublie de me dire qu'en fait, il doit partir pour, le taf à un festival dans le sud de la France. Je l'apprends assez tard. On galérait un petit peu à se voir les week-ends ou à passer des week-ends entiers, depuis, 15 jours, 3 semaines et donc, on avait prévu de se voir,
et de passer vraiment le week-end tous les deux ensemble, juste avant qu'il descende à son festival. Moi, j'étais assez surexcitée qu'on passe le week-end à Paris, tous les deux, à aller au ciné, se faire un resto, enfin des trucs de couple quarantenaire clichés à mort, mais qui me convenaient très bien. Le samedi matin du week-end, il m'envoie un message pour me dire: «Est-ce que je peux t'appeler?» Et il me dit: «Écoute, voilà, en fait, ça va pas très bien, je pense que nos discussions récentes, on avait beaucoup reparlé de son ex, des choses qui allaient pas ou qui s'étaient pas très bien passées dans sa vie jusqu'à présent et on rentrait encore une fois dans des conversations un peu, intimes de son côté. Je crois que tout ça m'a un peu bouleversée et j'ai fait une énorme crise d'angoisse ce matin, je me sens pas bien du tout. Et il me dit: «Écoute, voilà, je suis vraiment, vraiment désolée, mais je crois que j'ai besoin de me mettre au vert, de me poser tout seul. Est-ce que ça t'embête, si j'annule notre week-end et que je vais chez ma mère, en province?» Et je lui dis: «Ben, non, évidemment que non, il y a pas de souci, c'est pas grave, enfin, si tu as besoin de ça, si tu as besoin de te poser et d'être tout seul et d'être le gros bébé à ta maman» et je dis ça, de manière plutôt positive, profites-en et évidemment, moi, dans un coin de ma tête, il y a toujours ce truc de, bah, tant que tu as ta mère et je l'encourage et je lui dis que c'est vraiment pas un souci, que, on se fera un week-end plus tard et que c'est que partie remise, en fait. Pendant tout le week-end où il est chez sa mère, il me bombarde de messages du matin au soir, déjà pour me dire à quel point je suis géniale, d'avoir compris, que, ça lui a fait trop de bien que je prenne pas mal, qu'il soit pas là ce week-end. Donc c'est très flatteur, hein. Et en parallèle, il me raconte, ce qu'il fait pendant son week-end, qu'il est allé manger avec sa mère, qu'il a vu son filleul, que, il est posé, qu'il a fait la sieste, et cetera. Enfin bon, il se fait un week-end au calme, quoi. Le samedi soir, on s'envoie des messages jusqu'à assez tard. Il me dit qu'il est couché, qu'il va dormir. Je lui demande de voir une photo de sa chambre et il me dit: «Oh non, mais tu sais, c'est pas vraiment ma chambre ici», parce qu'après le divorce de ses parents, sa mère a déménagé, donc c'est une maison où il a jamais vécu et je lui demande ce qu'il est en train de faire et il me dit: «Bah, là, je suis dans mon lit en train de lire un Tintin». Je me fous un peu de sa gueule, je dis: «Ah ouais, tu fais l'enfant, quoi. Tu es rentré chez ta mère, tu lis des BD et tout», on rigole et on se dit bonne nuit et on se quitte là-dessus. Après ce week-end-là, il part, donc pour le travail, dans le sud et on continue à se parler tous les jours. Je reçois pas mal de photos, et on décide, bah, de se rattraper de ce fameux week-end, avorté, de la semaine d'avant, en se retrouvant, le week-end suivant quand il va rentrer et de passer vraiment ce week-end, ensemble, du vendredi au dimanche. Il rentre, on est un peu surexcités de se retrouver et il débarque chez moi le vendredi soir et par hasard, il fait très, très beau ce week-end-là, c'est le début du printemps. Il y a un grand soleil et on passe un week-end incroyable où, on fait rien d'incroyable, me fait un bien fou et on est dans ma cuisine, on est en train de faire, de la bouffe italienne, on a des chansons italiennes à fond la caisse, dans tout l'appart. On est en train de hurler, tous les 2, en chantant très mal en italien. On boit des spritz et on se marre comme des baleines et à un moment, je suis assise, je le regarde en train de hurler du Eros Ramazzotti, en chantant un peu faux et je le regarde et je me dis: «Putain, merde, je suis amoureuse». Fin avril, c'est mes 40 ans et le soir, même de mes 40 ans, on décide d'aller, se faire un bon resto tous les 2. Julien m'offre, des boucles d'oreilles. Avec ça, il m'offre un espèce de petit pins, qui dit, «badass, féministe» ou quelque chose comme ça, qu'il a rajouté et il sait, à quel point ce genre de sujet, me tient à cœur donc voilà, je trouve que c'est un cadeau super, mignon et gentil et encore une fois, je me dis: «Mais putain, c'est quoi ses défauts en fait à ce mec, qu'est-ce qui fonctionne pas, quoi?» Et le week-end qui suit, je fais une énorme fête pour mon anniversaire. J'invite littéralement tous mes potes. On est, plus de 80 et évidemment, bah, c'est le grand moment où il va rencontrer tout le monde, d'un coup là et je sens qu'il y a un truc un peu étrange, un peu bizarre autour de mon anniversaire de son côté. Je sais pas très bien ce que c'est, on en parle un peu. Je lui dis: «Mais t'es content? T'es stressé? Ça te saoule?» Il me dit: «Non, mais c'est pas ça, mais je connais personne», comme si c'était un peu un sujet. C'est vrai que depuis quelque temps, j'avais vu qu'à chaque fois qu'il rencontrait des nouveaux gens de mon côté,
C'est pas forcément quelqu'un qui va poser beaucoup de questions et beaucoup s'intéresser aux autres. On n'est pas pareil, c'est pas grave. Il le dit, il s'en excuse d'ailleurs. Je me dis que c'est peut-être ça la raison. Je lui propose d'inviter 2 de ses potes avec qui je m'entends bien, que j'ai rencontrés il y a pas très longtemps, pour venir et qu'il soit pas tout seul. Il me dit: «Non, mais j'ai envie d'être là tout seul. Ça va être l'occasion de rencontrer tes potes», mais je le sens stressé quand même un peu, à l'idée de faire cette soirée. Et en même temps, il est très mignon parce qu'il s'occupe d'aller acheter des bières, du bon vin, des choses comme ça et je le trouve super mignon et super attentionné dans sa manière, d'être avec moi, quoi. Pendant la fête, bah, c'est un peu comme tout ce genre de fête où il y a trop de gens, c'est que, sur le coup, on est très content que tout le monde soit là et en même temps, on a le temps de parler à personne. On se marre, on danse un peu, mais je passe pas forcément toute ma soirée avec lui, non plus. Pendant la soirée, à un moment, on est en train de danser tous les 2. Bon, moi, j'ai 14 grammes d'alcool dans le sang à ce stade. On est en train de danser, on se roule des pelles et à un moment, je lui dis que je tiens vraiment beaucoup à lui et je dérape et je lui dis que je suis clairement en train de tomber amoureuse de lui et je sens un petit mouvement de recul, chez lui. Il me répond pas. Il me dit pas que lui aussi, il me dit pas que lui, c'est pas son cas. Il me dit juste, «Moi, je peux pas te dire ça encore, c'est trop tôt», voilà. Je me rends pas très bien compte de ce qu'on est en train de se dire parce que je suis complètement bourrée. Et puis le lendemain, quand même, je réfléchis à tout ça et je me dis, «Ah ouais, OK. Bon, je pensais qu'on en était au même stade, bon, visiblement, il avance un peu plus doucement que moi et c'est pas très grave, on en reparle tous les 2 et je lui dis: «Écoute, je suis désolée de t'avoir dit ça, c'est un peu sorti tout seul, j'étais bourrée», il me dit: «Non, c'est pas grave, c'est juste que voilà, moi je tiens beaucoup à toi, il y a pas de souci et pas de doute, là-dessus, mais je peux pas encore te dire ces mots-là, quoi». En mai, c'est à son tour de fêter son anniversaire. Moi, j'adore organiser des trucs débiles pour les anniversaires de mes mecs, là, évidemment, on est ensemble depuis pas très longtemps. J'ose pas trop parce que, je sens des choses freiner de son côté. J'ai pas envie de lui faire peur et d'être la zinzin de service, qui a fait un truc complètement démesuré, et en parallèle, je me dis qu'on peut peut-être lui faire une petite surprise avec ses potes et se rejoindre dans un resto et voilà, il aime bien manger, il aime le bon vin et ça peut être très cool de lui faire croire qu'on va au resto tous les 2 et qu'en fait, il y a ses potes. J'envoie des messages à Paul, un de ses meilleurs potes à Paris. Il me dit: «Ouais, c'est une super idée, mais par contre, je connais pas ses potes». Bon, je suis un peu interloquée. Je me dis: «Mais comment ça, tu connais pas ses potes?» Il me dit: «Bah non, il est très secret, tu sais, je sais pas vraiment avec qui il traîne, donc je peux même pas t'aider pour trouver, ces gens, quoi». Je rétropédale et je me dis: «On va se faire un resto tous les 2. Autant faire un truc simple qui lui fasse plaisir plutôt que de le mettre mal à l'aise à essayer d'organiser un truc où d'autant plus, je sais même pas par où commencer, en fait, pour trouver ses potes parce qu'à ce stade-là, je connais 2 de ses amis. Je connais virtuellement 2 autres potes qui habitent pas à Paris et on s'est même jamais rencontrés en vrai et c'est tout. Pour son anniversaire, je lui offre, un truc complètement débile, d'abord une bouée gonflable, pour ses vacances cet été, un truc que j'ai mis, 3 semaines à trouver et surtout je lui offre un week-end dans le sud où on part, à Hyères pour, passer un week-end tous les 2, aller se baigner, se faire des restos et cetera. Ce week-end dans le sud, c'est vraiment l'occasion de se voir parce que on commence à rentrer dans une période où, moi j'ai beaucoup de travail. J'ai un énorme projet qui arrive, mi-juillet qui me prend beaucoup de temps, des week-ends, des soirées, beaucoup d'heures de travail et puis on se rend compte qu'en fait nos agendas sont assez peu compatibles pour les mois à venir et à partir de là, on sait que ça va être assez compliqué de passer des week-ends ensemble parce que, lui, il repart, en randonnée à un moment donné. Moi, je repars à ce fameux festival à Porto avec mes potes comme chaque année et qu'en fait, ben, juillet et août, ça va pas être des périodes très faciles pour se voir tous les 2, quoi. Au départ, on se dit qu'on va peut-être réussir, à se voir pour le week-end du 15 août, vraiment, qu'ils viennent passer une semaine chez moi, dans ma ville, en télétravaillant et c'est un peu notre seul espoir de passer du temps ensemble, pendant l'été. Il y a aussi une semaine fin juillet où, moi, en général, je pars télétravailler, dans ma ville, assez vite et là, mon but, c'était de partir après ce fameux projet, mi-juillet et puis, en fait, je me garde une semaine pour remonter à Paris et qu'on se voit avant que lui parte en vacances et ensuite ça nous amène à mi-août, pour, essayer de passer au moins une semaine ensemble et le gros truc qu'on se dit, c'est: «Bon, on s'est rencontrés, l'année dernière. Effectivement, cet été, ça va être chiant et ça va pas être facile, mais partons en vacances ensemble en septembre
Et c'est un peu la ligne d'arrivée, quoi. On sait que juillet et août vont être chiants, mais il y a cette semaine-là qui arrive en septembre et moi, je suis hyper contente au moins qu'on ait ce truc-là, quoi. On arrive quand même à se voir en juillet entre mes 12 000 projets de taf et notamment à l'anniversaire de Paul, où j'ai été invitée. Et là, je rencontre beaucoup plus de ses potes, un peu toute cette bande de potes avec qui il part en vacances justement en août. Je suis contente qu'il me présente ses potes parce que c'est un sujet qui est difficile visiblement pour lui. Il a du mal à me faire quand même rentrer dans sa vie. J'ai pas rencontré ses parents, j'ai rencontré donc très peu d'amis. Et là, bon, c'est le moment où vraiment je vais voir une bonne partie de sa bande de potes de Paris. On convient qu'on dormira pas ensemble ce soir-là parce que moi, le lendemain, je commence super tôt. J'ai plein de trucs de taf un dimanche, c'est chiant, mais c'est comme ça et qu'on se verra plus tard dans la semaine, quoi. J'arrive là-bas, je rencontre donc plein de gens que je connais pas, tout le monde est très sympa. Julien a l'air super content que je sois là, il arrête pas de me prendre dans ses bras, de m'embrasser, de me payer des verres, il rigole, je le sens enfin dans son élément et je vois quand même que quand il est dans son monde à lui et avec ses potes à lui, il est beaucoup plus à l'aise. Et à un moment de la soirée, il vient me voir, il me dit: «Bon, laisse tomber, je suis ivre-mort, je crois qu'il faut que je rentre». Je vois bien qu'il voit flou et je lui dis: «Oui, bah, c'est peut-être mieux, moi je vais finir mon verre de toute façon et je vais rentrer». Et on s'embrasse, on se prend dans les bras, on se dit plein de choses sur le fait qu'on est trop contents de s'être rencontrés, que c'est vraiment génial de vouloir les mêmes choses, d'avoir envie d'aller dans la même direction. Ça fait plusieurs semaines qu'on fait des blagues sur le fait de se marier. Ça reste des blagues, bien sûr, mais on en parle quand même. Et là, soudainement, il me dit qu'il est amoureux de moi. Et j'avoue que je suis hyper contente d'entendre ça. On se regarde avec les yeux de l'amour tous les deux, on se roule des grosses pelles et franchement, c'est un moment de soirée qui est hyper beau et qui est hyper spontané aussi, là où je le sentais parfois sur la réserve sur ce genre de truc. On continue à se faire des grandes déclarations d'amour pendant un petit moment et puis là, je le regarde et je lui dis: «Bon là, vraiment rentre chez toi parce que faut que tu dormes». Je le vois dire au revoir à ses potes et puis il part. On rigole avec ses potes de le voir partir en titubant, en slalomant sur le trottoir. On se marre et d'un coup, je le vois s'arrêter, sortir son téléphone de sa poche et je me dis: «Merde, il est perdu». On n'est pas très loin de chez lui, mais bon, vu comme il est bourré, peut-être qu'il sait plus rentrer chez lui, quoi. J'essaie de l'appeler, il répond pas. Je lui envoie un message pour lui dire: «Ça va? Tu veux que je te raccompagne?» Il me répond pas. Et puis on le voit remettre son téléphone dans sa poche et repartir et on se marre avec ses potes et moi je rentre chez moi. Arrive ce fameux projet mi-juillet, je peux l'inviter à cette soirée de taf qui est un peu cool, où il y a des concerts et tout. Il vient, ça se passe hyper bien, on est avec 2 de mes potes, avec qui je pars à Porto justement. Je suis très contente que mon mec soit là. Il reste toute la soirée, on se refait encore des grosses déclarations d'amour, je le mets dans un taxi et il rentre. Et à partir de ce moment-là, j'ai quelques jours où je sais qu'on va pouvoir se voir autant qu'on veut parce que j'ai plein de jours de récup. Donc on a prévu de se voir pas le lendemain, mais le surlendemain. Et le matin, je reçois une capture d'écran d'un message d'un de ses amis que j'ai rencontré justement à l'anniversaire de Paul, qui dit «Les gars, désolé, je suis positif, allez vous faire tester». Et je comprends que son pote a le Covid. Je lui dis: «Mais non, c'est pas possible, tu rigoles?» Et il me dit: «Beh si». Donc il part se faire tester et 1 heure après, il m'envoie «Putain, je suis dégoûté, je suis positif, je suis vert, je suis absolument mais dég qu'on puisse pas se voir». Moi aussi, je suis hyper triste. Bon, bah, c'est comme ça, hein, et en même temps, c'était les seuls 4 jours qu'on avait avant un certain temps. Il me dit que peut-être c'est un faux positif, qu'il va aller faire un PCR, qu'il veut être sûr de son coup, et puis le soir, il me dit qu'il a eu les résultats de son PCR et que c'est positif et que c'est mort. Les jours qui suivent, du coup, je suis à Paris, lui aussi, mais on peut pas se voir. Je lui envoie pas mal de messages pour savoir comment il va. Il me dit qu'il est pas bien du tout, qu'il fait que dormir, qu'il est crevé, qu'il a de la fièvre. Je lui propose d'aller lui faire des courses. Il me dit: «Non, non, c'est bon, t'inquiète, je commande des trucs à manger». On est dégoûtés de pas passer du temps ensemble. Il arrête pas de me le dire d'ailleurs. Et puis moi, je finis par partir de toute façon pour passer ma semaine dans ma ville natale. Et donc là, on s'est pas vu du tout depuis mon événement de taf. Je passe la semaine dans ma ville d'enfance. On continue à s'envoyer des messages. Lui redevient négatif, ça va mieux.
On sait qu'on va se voir la semaine suivante, parce que moi, je remonte exprès pour qu'on puisse passer la semaine ensemble avant qu'il parte en vacances. Et puis, je discute en parallèle avec une copine. Je suis en train de faire le ménage dans la maison. Et soudainement, cette pote m'envoie « Au fait, je passe du coq à l'âne, mais t'es toujours avec ton mec ?» Et immédiatement, je me dis « Qu'est-ce qu'il a fait ?» Elle me dit « Je suis vraiment désolée, mais il y a 15 jours, j'ai cru tomber sur lui sur Hinge. » J'étais vraiment pas sûre que ce soit lui. Et puis là, en fait, je suis retombée sur lui ce matin et vraiment, vraiment, je suis sûre que c'est lui. Je suis désolée d'être celle qui t'apprend ça. Est-ce que tu veux que je t'envoie une capture d'écran ? J'en ai fait une. Je lui dis évidemment oui. Je reçois la capture d'écran. C'est tout à fait lui. C'est son profil, c'est son prénom, c'est son âge. Et je tombe de ma chaise. J'ai un début de tachycardie parce que je m'y attendais pas du tout. Je sais que c'est pas un profil ancien, parce qu'il l'avait supprimé. Moi, au tout début, on était ensemble, je me servais de son profil Hinge avant d'avoir des photos de lui pour montrer la tête qu'il avait à mes potes. Et à un moment où j'ai voulu refaire ça, je me suis aperçue que je l'avais plus sur Hinge. Il m'avait dit qu'il avait supprimé son profil, qu'on était ensemble, que ça n'avait pas d'intérêt pour lui de garder ce profil-là. Donc je sais que c'est pas son ancien profil, et surtout, dessus, il a mis voter NFP. Donc je sais que c'est pas un ancien profil, que c'est forcément un profil qui date maximum de juin, parce que c'est les élections législatives à ce moment-là, et que, à part si Julien est visionnaire et qu'il a inventé un parti qui n'existait pas au mois de mars, c'est quelque chose d'assez récent. Je suis hyper troublée, je sais pas quoi faire. Je lui envoie un message en lui disant hyper sympa de recevoir ton nouveau profil Hinge de la part d'une de mes potes. Et j'ai pas de réponse. J'ai un début de tachycardie parce que je m'y attendais pas du tout. Je sais que c'est pas un profil ancien, parce qu'il l'avait supprimé. Moi, au tout début, on était ensemble, je me servais de son profil Hinge avant d'avoir des photos de lui pour montrer la tête qu'il avait à mes potes. Et à un moment où j'ai voulu refaire ça, je me suis aperçue que je l'avais plus sur Hinge. Il m'avait dit qu'il avait supprimé son profil, qu'on était ensemble, que ça n'avait pas d'intérêt pour lui de garder ce profil-là. Donc je sais que c'est pas son ancien profil, et surtout, dessus, il a mis voter NFP. Donc je sais que c'est pas un ancien profil, que c'est forcément un profil qui date maximum de juin, parce que c'est les élections législatives à ce moment-là, et que, à part si Julien est visionnaire et qu'il a inventé un parti qui n'existait pas au mois de mars, c'est quelque chose d'assez récent. Je suis hyper troublée, je sais pas quoi faire. Je lui envoie un message en lui disant hyper sympa de recevoir ton nouveau profil Hinge de la part d'une de mes potes. Et j'ai pas de réponse. Je reste pendant une demi-heure, comme ça, sans réponse de sa part. Il a pas vu le message. Je suis un peu séchée. Et puis, il finit par le voir. Il me répond tout de suite « Mais de quoi tu parles ?» Je lui dis « Ton profil Hinge. » Il me dit « Mais n'importe quoi, j'ai pas de profil Hinge. Qu'est-ce que tu racontes ?» Je lui dis « Écoute, Julien, arrête tes conneries. Si je te dis que je le sais, c'est que j'ai des preuves. » Il me dit « Mais non, c'est mon ancien profil, probablement. Attends, je retélécharge l'app, je vais te dire. » Et il se trouve que ma pote lui avait envoyé un message en lui disant « Je sais qui tu es. » Et il me dit « Ah ça y est, je viens de voir le message de ta pote. Effectivement, c'est mon ancien profil. » Et je lui dis « Non, c'est pas possible, parce que vu ce que t'as mis par rapport au nouveau Front Populaire, non, c'est pas un ancien profil. » Il me dit « Mais pas du tout, j'ai pas répondu ça, je sais pas où t'as vu ça. » Et là, je lui dis « Bon, on va pas y passer la nuit. » Je lui envoie la capture d'écran. Et là, blanc. Et il me dit « Ok, est-ce que je peux t'appeler ?» Oui, je pense que c'est même nécessaire. Je suis même surprise qu'il ne l'ait pas fait à ce stade-là, qu'il soit encore à me répondre par message, alors qu'il se passe un truc quand même assez ouf dans notre couple. Et il me dit, laisse-moi 15 minutes, je rentre chez moi et je t'appelle. Je suis énervée, évidemment, et je lui envoie un truc dans les dents en lui disant, ah, mais excuse-moi, t'es peut-être en date, désolée de te déranger. Évidemment, il me dit, mais non, mais pas du tout, j'étais sortie faire des courses, laisse-moi juste rentrer pour être au calme. Il m'appelle. Je suis très froide. Lui, direct, me dit « Bon, écoute, il faut que je te dise quelque chose. J'ai un problème. Je flirte sur les apps avec des meufs. C'est que du virtuel. Ça fait des années que je fais ça. Je faisais déjà ça quand j'étais avec mon ex. C'est un souci que je m'explique pas. Donc, j'ai très, 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 très honte. C'est en partie pour ça que je suis chez la psy. Visiblement, ça marche pas. Mais voilà, quand je t'ai rencontré, je savais que ce truc était là. J'ai pas eu envie de passer à côté de notre histoire. Si je te l'avais dit, tu serais parti en courant.
J'ai fait le choix de pas te le dire en me disant que j'allais régler ce truc pendant notre relation. Et en fait, force est de constater que c'est pas le cas. Il me dit très très vite qu'il a rencontré, vu ou couché avec personne. Et il me dit aussi très très vite, je comprendrais que tu me quittes, mais moi j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai fait une énorme connerie, je suis un énorme con. Je suis vraiment désolée. Il s'excuse platement, immédiatement. Il se cherche pas d'excuses. Et il me dit qu'en tout cas, il a pas du tout envie de me perdre, même s'il comprend très très bien que c'est probablement ce qui va se passer. Le fait que Julien fasse ça, ça résonne chez moi parce que j'ai un de mes ex qui justement avait été sur les applis de rencontre pendant qu'on était ensemble et que j'ai gaulé de la même manière. Une pote est tombée sur lui, m'a envoyé une capture d'écran. Il a admis tout de suite, contrairement à Julien, qu'il avait ce profil-là. En revanche, il s'est cherché beaucoup d'excuses. Et à l'époque, je crois que j'aurais voulu qu'il me dise « Écoute, je suis un gros connard, j'ai fait un move de connard, et si tu me quittes, je le comprends. » Et ça, tout ça, je l'avais raconté à Julien la semaine peut-être juste avant. On avait justement, par hasard, parlé de cet ex-là et de ce truc qui m'était arrivé. Et il avait trouvé ça fou que cet ex ne reconnaisse pas ce qu'il avait fait. Et en fait, d'entendre Julien dire tout ça, ça me fait du bien parce que je me dis, ok, il a fait une connerie, hein. Je suis pas du tout contente. Mais au moins, il reconnaît que y a pas d'excuse pour ça et que c'est pas quelque chose qu'il aurait dû faire, en admettant aussi que si je le quitte, j'aurais probablement raison, quoi. Moi, je recule le moment de remonter à Paris parce que j'ai besoin de temps, je sais pas quoi faire, j'ai besoin d'en parler à mes potes. Mon instinct me dit, quitte-le. S'il a fait ce truc-là, c'est que il refera. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, en fait? S'il n'arrive pas à régler ce problème-là depuis plusieurs années, il va pas le régler spontanément, là, d'un coup, parce qu'il s'est passé ça, parce qu'il s'est fait gauler, en fait. On discute pas mal par message, et puis je finis par remonter à Paris. Et je suis dans le train. Moi, je me mets à sa place, j'aurais fait un truc comme ça. Je pense que j'attends mon mec à la gare avec toute la bonne volonté du monde pour essayer de sauver notre couple, en fait. Pendant que je suis dans le train, on est en train de discuter, je suis toujours entre l'énervement, un peu de tristesse, et il me dit qu'en fait, ce soir, il est à un concert. Donc, je tombe des nues. Il me dit « Non, mais je peux ne pas y aller si tu veux, pas de souci. » Je lui dis « Non, mais c'est pas à moi de te dire de pas y aller. Enfin, si tu veux sauver notre couple, c'est à toi, en fait, de te bouger, quoi, là. » J'arrive à Paris vers 20h. On est toujours en train de se parler par message, mais il s'est rien passé de plus. Et à un moment, je perds patience et je lui dis « Mais en fait, là, Julien, tu devrais sauter dans un putain de taxi et tu devrais déjà être chez moi. » Il me dit « Ok, j'arrive dans 15 minutes. » Il se pointe chez moi, il est 1h du matin, il est super tard. C'est pas du tout le moment de parler de ça. Il est crevé, je suis crevée. Je sais pas vraiment quoi rajouter à toute cette histoire parce que la seule solution pour qu'on reste ensemble, c'est d'accepter qu'en parallèle, il va peut-être refaire ça. Et c'est de considérer que c'est pas grave. Donc je sais pas quoi faire. On passe quand même la nuit ensemble, c'est un peu froid, hein. On n'est pas dans une situation très facile. Le lendemain, il repart, je lui parle pas de la journée, il finit par me renvoyer des messages, coucou, ça va, et puis j'apprends qu'il va à un autre concert. Ça devient un running gag. Il me dit qu'il a vraiment besoin d'aller à ce concert, se changer les idées, que la discussion d'hier, elle était vraiment troublante pour lui, que, encore une fois, il a vraiment, vraiment honte, qu'il ose parler de cette histoire à personne. Et moi, je suis sidérée, une nouvelle fois, qu'il essaie pas de passer du temps avec moi pour recoller les morceaux. Donc ce soir-là, on se voit pas. Et puis, on finit quand même par passer les 3 jours qui suivent ensemble. C'est les Jeux Olympiques à ce moment-là, donc on fait une espèce de trêve olympique à un moment, on regarde les JO, et puis arrive un soir où je m'écarte sur table et je lui dis « Écoute, en fait, moi je cherchais rien avant de te rencontrer, je venais de me séparer. Si on veut pas la même chose, c'est pas grave. Je préfère qu'on se le dise maintenant. En revanche, si on veut les mêmes choses dans la vie, peut-être qu'il y a quelque chose à sauver, mais il faut qu'on puisse se dire tout ça. » Je lui demande ce qu'il veut, de quoi il a envie dans la vie. On parle d'habiter ensemble, on parle juste d'envie de vie, en fait, de grandes maisons, de vacances avec plein de potes. J'ai l'impression qu'on est hyper raccord, en fait, sur ce dont on a envie dans la vie, et ça me fait du bien de l'entendre de sa bouche.
On parle encore une fois de mariage un peu en rigolant. Moi, c'est pas un truc auquel je tiens spécialement, mais par contre, faire une énorme fête avec tous nos potes, ça me fait rigoler. On parle d'enfants parce que j'ai 40 ans, lui aussi. Il me dit très vite que lui, faire un enfant, c'est une décision énormissime. Ça l'est pour moi aussi, bien sûr. C'est pas quelque chose qu'il peut faire aussi rapidement dans une relation. Je lui dis que je comprends tout à fait et que j'en suis pas là non plus. Clairement, c'est le moment où je me dis: «Bon, OK, je reste, avec lui. Réessayons, on va voir comment ça se passe». Je lui dis: «D'accord, on reste ensemble. Par contre, je sais pas comment je vais réagir à l'avenir face à tout ça. Est-ce que je vais devenir jalouse? Je suis pas quelqu'un de jaloux. Est-ce que je vais devenir parano? Je suis pas quelqu'un de parano non plus». Et je lui dis: «Si je deviens cette personne qui commence à flipper dès que t'es pas avec elle, si je deviens une meuf qui a envie de fouiller dans ton téléphone ou de faire, c'est pas possible. En fait, c'est pas une relation comme ça que je veux. Mais réessayons en attendant et on verra comment ça se passe». Et je lui dis que je vais avoir besoin d'être rassurée aussi pendant quelques temps parce que c'est un gros truc à avaler. Et il me dit qu'il comprend parfaitement et qu'il est super content qu'on soit de nouveau ensemble. On repasse cette nuit ensemble et il me prévient avant de se coucher que le lendemain, il doit aller faire un test justement pour son problème de santé qu'il a et qu'il va devoir se lever tôt pour aller faire une prise de sang. Je lui dis: «OK, pas de souci», mais je suis un peu interloquée. Je lui dis: «Mais il me semble que tu as fait déjà ces tests il y a à peine 2 mois». Il me dit: «Non, mais tu sais, on va partir en vacances, là, ça me stresse, je me suis sentie fatiguée récemment, donc je l'ai refait une dernière fois avant les vacances et ça me rassurera». Le lendemain, on passe la soirée ensemble de nouveau et on se décide d'aller au resto. On se fait un super resto, la soirée se passe bien, on essaie de pas parler de ça, de pas y penser et de se retrouver un peu et c'est cool. Et sur le chemin du retour, je sais pas pourquoi, on est en train de discuter, je m'arrête net dans la rue. Je lui dis: «Écoute Julien, si jamais t'as couché avec d'autres meufs et que tu t'es pas protégé, s'il te plaît, dis-le-moi. Je m'en fous que t'aies couché avec d'autres meufs, mais par contre, joue pas avec ma santé, c'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Donc si tu dois me dire un truc, c'est maintenant». Il me regarde avec des yeux grands ouverts, il me dit: «Mais non, mais t'es folle, évidemment que non, jamais je ferais ça. Et puis de toute façon, t'as rien à craindre parce que quand je suis allée faire mes tests pour mon problème de santé, j'en ai profité pour me faire tester et je suis clean». Et là, j'ai la bouche grande ouverte et je lui dis: «Mais je comprends pas, pourquoi tu t'es fait tester? On est en couple, en fait». Et il me dit: «Mais non, mais tu sais, je le fais régulièrement, et puis tu sais très bien que je suis hypocondriaque. Je le fais parce que ça me rassure». Je me dis: «C'est trop bizarre, pour moi, on se refait tester quand il y a eu un risque». Et je remets ça sur le tapis plusieurs fois dans les jours qui suivent où lui, il est parti en vacances à l'étranger. Moi, je suis revenue dans ma ville d'enfance et je lui redis, je lui dis: «Franchement, tu vois, ce test, ça me stresse, en fait. Quand je te disais que j'avais besoin d'être rassurée dans les jours à venir, ça me rassure pas trop». Pendant qu'on est séparés au mois d'août, on se donne des nouvelles, on se parle par message. Il me dit bonjour tous les matins, c'est quand même lui toujours qui a l'initiative du petit message. Il m'envoie des photos de ses vacances, moi aussi, mais je trouve que c'est plus étalé que d'habitude et puis il m'appelle pas. Moi, ça me fait pas bizarre, j'adore téléphoner, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent. Et je trouve qu'en fait, pendant les semaines qui suivent, il y a beaucoup de mots de sa part sur le fait que je lui manque, que les vacances en septembre, ça va être super, alors qu'en parallèle, nos vacances sont pas du tout organisées et qu'il fait rien pour les organiser d'ailleurs. Il est très présent par message, mais ce qui matche pas, c'est qu'il a l'air tellement content qu'on soit restés ensemble, tout en ne faisant aucun effort pour me donner raison de ne pas l'avoir quitté, en fait. Il m'annonce un peu à l'arrache qu'en fait, la semaine du 15 août, il va pas pouvoir venir télétravailler parce que son boss a pas accepté. Donc ça veut dire que ça nous laisse que quelques jours pour se voir en août. Il finit par venir l'avant-dernière semaine d'août. Il télétravaille de chez moi. Donc il est sur son ordi quand même une grande partie de la journée. Normalement, il a des horaires assez flexibles. Là, en l'occurrence, il fait du 9h30, 18h. Donc bon, encore une fois, un peu surprise de voir que soudainement, il travaille beaucoup, alors que quand il est à Paris, il part du taf beaucoup plus tôt que ça. Il me dit qu'il a pas mal de choses à faire. Pareil, je comprends pas très bien, mais bon, je pose pas de questions. Et à la fin de la semaine, il remonte le même jour que moi, mais plus tôt le matin, parce qu'il a prévu d'aller à un concert à Rock en Seine, auquel on va aussi le lendemain avec des potes à lui. Il part prendre le train.
Et il m'envoie un message quand il arrive chez lui pour me dire je vais faire une petite sieste et puis je vais au concert. Je lui demande avec qui il y va. Il me dit qu'il a trouvé personne, qu'il y va tout seul et puis que de toute façon il restera pas après, qu'il ira rejoindre ses potes. Et d'ailleurs que si je veux les rejoindre quand moi j'arrive, je peux. Et je lui envoie un message 2 heures après, j'ai pas de réponse. 1 heure de plus après, j'ai pas de réponse. Encore 1 heure de plus, j'ai toujours pas de réponse. Et à 19h30, je reçois un message oh là là, j'ai raté mon réveil. Je viens de me réveiller. Du coup, j'ai raté le concert. Je suis là, mais attends, comment ça, t'as raté ce concert? Ça fait 6 mois que t'en parles, tu rentres faire la sieste, t'as oublié ton réveil ou tu l'as pas entendu. Enfin, je comprends pas, t'es rentré exprès de chez moi pour voir ce truc. Et je lui dis, de but en blanc, t'es pas chez toi. Et il m'envoie immédiatement une photo de lui dans son lit, avec une tête qui soit un peu de moi, quoi, pour dire, bah si, je suis chez moi, évidemment. Et ce truc reste aussi, un peu comme l'histoire du test, ça reste dans ma tête et je me dis, ça n'a aucun sens, en fait, ce truc. Le lendemain, je le rejoins à Rock en Seine. Il est avec ses 2 potes, Paul et Étienne. On va passer l'après-midi et la soirée ensemble. Ça se passe plutôt bien. Je croise beaucoup de gens que je connais là-bas. À chaque fois, Julien montre assez peu d'intérêt pour les gens que je croise. Il se lève pas pour dire bonjour. Il me demande pas qui c'était d'ailleurs non plus. Bon, je le trouve un peu distant. On va au concert de Offspring. Et bon, moi, j'en ai strictement rien à foutre de ce groupe. Ça m'intéresse pas, mais lui, il aime beaucoup et ses potes aussi. Et ça me fait marrer de les regarder hurler toutes les paroles et sauter partout comme des dingues pendant le concert. Moi, je suis avec une pote de Porto, justement, et on les regarde hyper amusés tous les 3. Et en gros, moi, je passe ce concert-là avec lui pour être avec lui. Enfin, ça m'est complètement égal de voir ce groupe. Et juste après, il y a Massive Attack qui joue, qui est plutôt mon genre de groupe. Et j'espère passer ce concert avec lui, sauf que on va se placer avec ma pote. Puis, je lui envoie ma localisation et il me trouve pas. Il m'envoie plein de messages. Non, mais désolé, t'es trop loin, il y a trop de gens, je sais pas où t'es. Je lui repartage ma localisation. Je suis grande, donc j'arrive à faire des signaux de lumière dans tous les sens. Il me dit qu'il voit rien. C'est un concert que j'attends, auquel je tiens. J'avais envie de le passer avec lui, d'être dans ses bras. Et en fait, j'ai l'impression qu'il fait pas vraiment d'efforts pour qu'on se voit. Et là, je me dis, bon, tant pis, je passe le concert avec ma pote, ce qui est très cool, mais j'aurais bien aimé qu'il fasse cet effort-là pour moi. Et à la fin du concert, je me rends compte qu'en fait, il est 2 rangs derrière, quoi, et que c'était vraiment pas compliqué de me trouver. Après Massive Attack, on traîne au festival, on picole tous les 4, on se marre bien, tout va bien. On finit par quitter le festival et on décide d'aller chez moi tous les 4 pour boire des coups, mettre la musique, danser. Et puis au fur et à mesure, tout le monde tombe comme des mouches parce que l'alcool aidant, voilà. Donc Julien part se coucher et s'endort tout habillé sur mon lit. Paul s'endort dans mon canapé et Étienne me dit non mais je vais rentrer. Je lui dis mais non vas-y dors là. Je lui prépare un petit coin et il s'endort chez moi aussi et moi je suis la seule debout. Et je range un peu la cuisine, je fume une clope à la fenêtre et je me retourne et il y a le téléphone de Julien posé sur la table de ma cuisine. Ça fait des semaines que j'ai des doutes, que je le sens pas, que depuis cette histoire de Hinge, il y a quelque chose qui cloche. Il y a plein de choses qui me reviennent d'avant, de petites soirées décommandées, de trucs comme ça et les doutes deviennent de plus en plus forts et puis là, le téléphone est là. Et j'hésite et les doutes sont tellement forts que je me dis allez, go, en fait, vas-y, prends-le. Je prends son téléphone, il n'y a pas de code, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a rien. Son téléphone s'ouvre comme ça, je suis sidérée et je rentre directement dans son portable. Le premier truc que j'ouvre, c'est Instagram et je commence à descendre et à scroller dans ses messages. Au début, c'est des messages qui peuvent mettre le doute, c'est des trucs pour se voir, pour se rejoindre, pour se revoir. Et puis, au fur et à mesure, c'est « Ah, t'es vraiment trop belle. Ah, mais quand même, ce qu'il y a entre nous, ça me trouble. » Et puis, plus je descends, et plus il y a des choses évidentes sur le fait que c'est des meufs qu'il a déjà vues, avec qui il a déjà couché, ou en tout cas avec qui il essaie de coucher très clairement. Donc là, c'est mon monde qui s'écroule. Je pars en tachycardie immédiate. Je tremble. Je galère à scroller sur son portable parce que mes mains tremblent vraiment. J'ai envie de vomir. Je sais même pas d'ailleurs si je vais pas vomir sur le sol de ma cuisine sans même m'en rendre compte. Plus je scrolle sur Instagram et plus les messages s'accumulent, ça continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin et il n'y a pas de fond en fait à ce truc. Donc à un moment, je switch et je vais sur WhatsApp
Et pareil, je découvre 1, 2, 3, 4, 10, 20 conversations avec des meufs que je connais pas, qui vont de trucs un peu anodins à clairement des nudes et des « j'ai hâte de te revoir, la nuit dernière c'était super », etc. Donc là, je comprends qu'il y a encore d'autres meufs et que clairement, ils me trompent et ils voient d'autres personnes. Je passe sur les SMS, c'est la même chose. Et plus je scrolle dans chacune de ces applications, moins il y a de fin, en tout cas. Enfin, c'est pas comme si j'arrivais au bout, en fait, et que je pouvais me dire, bon, bah, il y a 3 meufs. Il y en a pas 3, il y en a plusieurs dizaines. Et sur tous les réseaux sociaux, en fait, c'est ça. Partout. Et je continue à lire et à lire et à lire. Et plus ça va, et plus j'ai vraiment un dégoût monstrueux et une nausée énorme qui monte en lisant tout ça. J'essaie de voir s'il a des applis de rencontres installées, mais je les trouve pas. J'essaie de les réinstaller en mettant son mail et vu que j'ai accès à son mail, en essayant de revalider le truc, ça marche pas. Et je me rends compte qu'en fait, il y a des mails de son ex, Léa, avec qui il a échangé. C'est des très 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 longs mails. Et j'ouvre par réflexe et puis très vite, je sais pas pourquoi je suis retenue parce que c'est quelqu'un avec qui il a une histoire. Je sais pas ce qui se passe évidemment en ce moment. Peut-être que il me trompe avec elle, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de lire ce qu'elle lui envoie à lui. C'est son histoire à elle, en fait, et j'ai l'impression un peu de violer son intimité. Donc, je lis pas ses mails à elle. Je vais directement lire ses réponses à lui, et je me rends compte très vite qu'au début, il répond de manière un peu vague, mais que très vite, voilà, il lui dit que c'est l'amour de sa vie, qu'il retrouvera jamais quelqu'un comme elle, etc. Ben moi, j'existe pas, en fait. Là-dedans, il y a pas un moment où il lui dit qu'il a quelqu'un. Et c'est des messages très, très récents. Et puis, je repars dans les autres applis et je continue à scroller et jusqu'à ce que j'en puisse plus, en fait, jusqu'à ce que je m'arrête. Et en fait, il dort dans mon lit tout habillé à 1 mètre de là où je suis et je sais pas quoi faire. Je finis par lâcher son téléphone. Je vais dans la chambre où il dort comme une merde. Je le secoue un peu. Et j'ai envie de le taper, en vrai. Je me retiens au bord du lit parce que j'ai envie de le fracasser. J'ai jamais tapé quelqu'un de ma vie, mais là, j'ai envie de lui arracher les cheveux, les yeux. Je crie même pas parce qu'il y a ses potes qui dorment autour et que je veux pas les réveiller. Et je lui dis, je viens de voir les messages des meufs dans ton portable, en fait. Et il se rendort. Il tourne la tête, il se rendort. Là, je crois que je comprends même pas, en fait. Je reste sur le bord du lit. J'ai presque un fou rire nerveux à me dire, mais là, je viens de découvrir ça. Il sait très bien ce que je viens de découvrir. Et il se rendort. Donc, je repars dans la cuisine. Je reprends son portable. Je scrolle encore un peu. Je me dis, bon, là, je crois que j'ai compris, en fait. Enfin, ça sert à rien de continuer à tout lire. J'ai des prénoms qui défilent dans tous les sens. Et je prends les contacts de certaines où il y a des choses évidentes. Et puis, surtout, le contact de son ex. Et je repose son téléphone et là, je retourne le réveiller. Je le secoue vraiment fort. Donc cette fois-ci, il est obligé de se réveiller. Je lui redis, je viens de trouver les messages des meufs dans ton portable. Je lui dis que c'est un connard. Je lui dis, mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Il reste les yeux dans le vague. Il dit rien, il me regarde pas. Il a les yeux un peu baissés. Et puis à un moment, je gueule et je lui dis, mais putain, mais dis quelque chose en fait. Enfin, il me dit, bah quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai. Et je lui demande combien de meufs. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Il me répond, je sais pas, j'ai pas compté. Là, j'ai une descente d'organes. Je lui dis, mais pourquoi t'étais avec moi? Il me dit, bah, parce que je tenais à toi. Et là, ça a été le truc de trop. Je lui dis, tu prends tes affaires, tu te casses, tu dégages. Je l'ai quasiment attrapé par le col pour le foutre dehors. J'ai ouvert la porte, il est parti, il s'est tourné, il m'a dit, je suis vraiment désolée. Je lui ai dit, non, t'es pas désolée, en fait. Pas plus que tu l'étais pour une, j'étais désolée de rien du tout. Et j'ai claqué la porte et je suis allée réveiller Paul en pleurs. Donc je raconte à Paul et Paul me croit immédiatement et me dit, mais putain, ce connard, mais putain, je le savais. Et il savait rien du tout. Il savait pas du tout que Julien envoyait d'autres meufs. Il savait absolument pas ce qui se passait dans le fond. Par contre, ils avaient, avec Étienne, plein de choses qui leur faisaient dire que quelque chose n'était pas toujours net avec lui. Il décommandait beaucoup. C'était celui qui venait le moins aux soirées, alors que pour moi, il était tout le temps fourré avec ses potes. Et là, j'ai l'impression que Paul, il tombe de la falaise avec moi, en fait, quand je lui dis, parce que ça explique beaucoup de choses pour lui aussi. On a tous les deux ce même truc où on a
des espèces de rouages qui commencent tous à s'enclencher les uns avec les autres et où on est en train de voir en accéléré plein de parties de notre histoire avec Julien sous un autre jour en fait. On finit par réveiller Étienne. Moi, physiquement, là, je commence à m'inquiéter carrément pour ma santé parce que je sens vraiment mon cœur battre tellement fort que je me dis mais c'est pas comme ça que des gens font des crises cardiaques. En fait, ça se trouve, je vais tomber par terre et je suis tellement, je sais pas, sous le choc que ça va me tuer. On est en train de parler avec Paul et Étienne et là, je reçois un message de Julien. Et son message, c'est juste pour me dire qu'il a oublié ses lunettes et est-ce que je pourrais lui envoyer. Je tombe de ma chaise. Évidemment, je me jette sur ses lunettes pour les broyer par terre. Paul m'enlève les lunettes des mains en mode non, tu vas pas faire ça. Et par contre, d'un coup, est pris lui-même d'un accès de violence et veut sortir pour aller lui péter la gueule. Et je le retiens et je lui dis non, tu restes là. Mais voilà. Les garçons restent avec moi pendant peut-être 1 heure. Je sens qu'ils sont très blessés, eux aussi, parce que ils comprennent que leur ami est pas vraiment celui qu'ils pensaient être. Et puis, ils savent pas quoi faire de moi, en fait. Je vois bien, enfin, on n'est pas meilleurs amis non plus, on se connaît pas depuis très longtemps et ils osent pas me laisser toute seule. Je leur dis que c'est OK. Ils partent. Et le premier truc que je fais, c'est d'écrire, en fait, à toutes les meufs dont j'avais pris les contacts. En premier lieu, Léa, son ex. Je lui envoie un mail pour lui dire « Hello, on se connaît pas, me prends pas pour une folle, s'il te plaît. Je sais que mon message va être vraiment bizarre, mais voilà ce que je viens de découvrir sur Julien. Ça fait quasiment 1 an qu'on est ensemble. J'aurais voulu te parler. Vraiment désolée de t'écrire ça. » Et j'envoie d'autres messages aux autres filles pour leur dire « Je suis la copine de Julien. Je viens de découvrir qu'il me trompait, je viens en paix. » Enfin, moi, mon but, c'est évidemment pas d'engueuler ces meufs-là qui sont probablement pour rien. Je pense, assez intimement convaincue dès le début, sans le savoir de leur part, qu'elles ne savent pas que j'existe. Et quand bien même si elles le savaient, enfin, je sors pas avec elles, je sors avec Julien. Donc, très vite, il y a une fille qui me répond en particulier, qui me demande ce que c'était ma relation avec lui. Quand elle comprend qu'en fait, on était vraiment en couple exclusif, elle me propose qu'on s'appelle. On passe 2 heures au téléphone. Je comprends qu'elle couche avec lui depuis un gros mois. Elle m'apprend qu'ils se sont fait tester ensemble. Et là, je comprends. Le test de fin juillet, je comprends tout de suite. Elle me dit, on s'est fait tester à ce moment-là. Et je pige que ce fameux test qu'il a fait pour se rassurer, c'était pas ça. C'était un test qu'il a fait pour montrer un test négatif à cette meuf. On commence à remonter un peu certaines soirées parce qu'évidemment, on parle de date, en fait. Quand est-ce qu'ils se sont vus, quand est-ce qu'ils se parlaient, etc. Je me rends compte que elle a eu des photos et des vidéos de mon événement de taf mi-juillet, qui lui envoyait des trucs pendant qu'il était avec moi là-bas. Je me rends compte aussi que le soir de l'anniversaire de Paul, où il est parti parce qu'il était trop bourré, quand il s'est arrêté au bout de la rue pour regarder son téléphone, en fait, on regarde les heures et elle m'envoie une capture d'écran d'un message de Julien qui la chauffe parce qu'ils sont censés se voir le lendemain. Après ça, j'ai d'autres conversations. On s'appelle beaucoup avec certaines, assez vite. Je crois que je comprends inconsciemment que j'aurais aucune explication de sa part, que même si j'en avais, elle serait probablement fausse. Le seul moyen de comprendre ce qui s'était passé et l'étendue de ce qu'il avait fait et de remonter le fil de ma vie de cette quasi dernière année, c'était via ces femmes-là. Juste après avoir accroché avec Virginie, je me rends compte que j'ai un mail de Léa qui me répond tout de suite « Tu as très bien fait de m'écrire, j'aurais pu t'envoyer le même message il y a 3 ans. On se parle au téléphone et je découvre une autre histoire que celle que Julien m'a racontée entre Léa et lui. J'apprends par Léa qu'en fait, il avait effectivement déjà ce truc des apps. Elle a toujours vu des applis, des messages et des prénoms de meufs défiler sur son téléphone et que, contrairement à moi, elle a pas fouillé jusqu'au bout, mais que ce que je lui raconte la conforte dans l'idée que c'était ce qui se passait probablement quand elle était avec lui aussi. On a l'air d'être un peu le même genre de meuf. On se ressemble
dans la manière dont on est et dans, j'ai l'impression, ce qu'on représente. Et ça commence à me troubler parce que après avoir parlé avec Virginie, j'avais déjà eu ce sentiment-là de tiens, c'est marrant, enfin, ça pourrait être une de mes potes, en fait, cette fille. Et là, j'ai un peu le même truc avec Léa. Et puis, je commence à avoir un peu ce truc-là avec d'autres meufs avec qui je parle plus tard. Sur Insta, je contacte beaucoup de meufs et je me rends compte que dans le lot, il y a plein de meufs à qui il a proposé d'aller à Rock en Seine, justement, avec lui, et qui pouvaient pas ou qui ont refusé, etc. Et que c'est pour ça qu'il s'est retrouvé tout seul pour y aller. Mais qu'en gros, il est arrivé et il a envoyé un espèce de même message à 4 ou 5 meufs pour essayer d'avoir un date à un festival auquel on allait le lendemain et où j'ai beaucoup de potes qui vont. Beaucoup de potes qui le connaissent, qui l'ont rencontré, où il peut complètement se faire gauler en pleine date avec une autre nana là-bas. Le soir, j'arrive même pas à jauger dans quel état je suis, s'il faut que j'appelle un pote ou une pote très proche, vite, s'il faut que je parte en roulant jusque dans ma ville d'enfance très très vite, je sais pas quoi faire. Et je finis par lui envoyer des messages qui sont à la fois hyper énervés ou je l'insulte même pas, enfin je dis rien de vraiment vénère, mais pour quand même lui dire mais tu te rends compte de ce que t'as fait, je viens de parler à Virginie, à Léa, mais t'es complètement fou. Ses réactions, elles changent au fur et à mesure. Au tout début, il me dit oui, t'as raison, moi aussi ça me pète à la gueule. C'est très dur pour moi aussi. J'hallucine totalement qu'il ose dire que c'est très dur pour lui aussi. Enfin, je veux dire, c'est moi qui suis en train de vivre ce truc. Très vite, j'ai compris que c'était du bullshit complet. Il se place tout de suite dans un rôle de mec qui réalise ce qu'il a fait. Il savait pas, il se rendait pas compte, qui séparait notre vie de tout ce qu'il faisait à côté avec d'autres meufs. C'était deux mondes imperméables. Qu'il était très heureux avec moi d'un côté et que de l'autre côté, il vivait cette espèce de vie où il voyait une meuf toutes les semaines et que effectivement, il a un problème, qu'il faut qu'il se fasse soigner, qu'il va demander de l'aide, qu'il est très malheureux. Et pendant qu'on est au téléphone, je l'interroge et je lui pose des questions sur c'est qui ces meufs en fait. Et là, il me balance une espèce de liste de prénoms, comme une liste de courses. 7 prénoms, bon, il y a Virginie que j'ai déjà eue. À ce stade, il sait pas à qui j'ai parlé, hein. Toutes les autres, je sais pas qui c'est. Je lui pose des questions à chaque fois. Quand est-ce que tu les as vues? De quand à quand? Combien de fois tu les as vues? Et il me donne ça comme info. Mais c'est vague. Il se rappelle plus très bien. C'était peut-être en avril, c'était peut-être en mai. Comme si c'était pas vraiment lui qui avait vécu ce truc. Tout est très flou. Enfin, je sais pas. Moi, je me rappelle des gens avec qui j'ai couché dans ma vie, quoi. Et lui, il est plus très sûr. Les prénoms, il les mélange. Il y en a peut-être d'autres, mais il sait pas vraiment. Enfin, voilà. Et moi, je suis là, dans ma chambre, à Paris, à noter. J'ai un petit bloc et je note des prénoms et des dates. Et je me dis que c'est cinglé de faire ça. Et en même temps, je sais pas, je m'accroche à ce truc-là. C'est le seul truc qui va me faire sortir la tête de l'eau, je crois. On parle 3 heures ce soir-là. Je dors pas. Je mange pas. Le seul truc que j'arrive à faire, c'est que je m'allonge sur le sol de ma cuisine, les mains pressées dans le sol, et je regarde le plafond en me disant que le sol existe, parce que j'ai l'impression que le sol s'est dérobé sous mes pieds la veille. Entre-temps, j'ai des coups de fil de meufs. On commence à avoir des conversations assez longues, en fait, avec toutes les filles à qui j'ai parlé, et je décide de faire 2 trucs. La première, c'est que je lui crée des profils sur les applis sur lesquels il était, avec ses photos, et je mets ce qu'il a fait. Pas par vengeance. J'ai pas du tout envie de me venger de lui, j'ai envie d'alerter les autres meufs. Et je décide de poster un truc sur Twitter où je dis si vous êtes sortis avec un certain Julien de Paris, tel âge, sachez qu'il avait une meuf et que c'est un menteur pathologique. Envoyez-moi un message si vous avez eu le malheur de tomber sur lui. Je reçois pas mal de messages de gens très sympathiques qui me disent « Oh mon Dieu, quel enfer !» J'ai certains potes qui découvrent le truc comme ça parce que j'ai pas non plus pris mon téléphone pour prévenir tout mon entourage de ce que je venais de découvrir. Et puis, il y a une fille qui m'envoie un message privé et qui me dit qu'en fait, si c'est bien le Julien auquel elle pense, en fait, il est déjà connu de plein de filles à Paris. Elle me raconte qu'en fait, il s'est déjà fait afficher sur Internet par d'autres meufs. Et je remonte un peu le fil de ce truc.
Et je me rends compte que c'est pas 5 ou 10 meufs, c'est une centaine de meufs qui sont concernées, si c'est évidemment pas plus. Donc là, c'est le sol qui se réouvre encore plus sous mes pieds parce que je me rends compte que dans l'eau, c'est des meufs qu'il essayait de voir, certaines qu'il avait déjà vues, certaines qu'il relançait, certaines avec qui il couchait, etc. Et je suis mise en contact avec ces femmes-là le lendemain. Et en fait, je suis dans le train pour redescendre dans ma ville, histoire d'aller voir mes potes d'enfance et mon père. Et pendant le trajet, qui dure 4 heures, je reçois un message toutes les 20 minutes d'une nouvelle femme qui vient me raconter son histoire avec Julien. Elle découvre en fait que Julien avait une meuf. Et puis elle me raconte comment elles l'ont rencontré. Donc à chaque fois, c'est via des apps. Certaines l'ont vu parfois une fois ou deux, et puis d'autres l'ont vu parfois pendant 4 mois, pendant qu'on était ensemble. Certaines 2 fois par semaine. Je découvre que le soir de l'anniversaire de Olga, il était pas du tout un autre anniversaire, il était à Lille, avec en l'occurrence une pote à moi qui ne savait pas que c'était mon mec, avec qui elle a passé un week-end idyllique sans savoir qu'il avait une nana. Je découvre que le week-end chez sa mère, quand il a fait une crise d'angoisse, il était pas du tout là-bas, il était à Paris avec une autre fille tout le week-end, que tous les moments où il m'écrivait, que le moment où il était en train de lire un Tintin dans son lit, il était dans Chloé, en fait. J'apprends que la plupart des soirs où il voyait ses potes, soi-disant, en fait, il était avec d'autres filles en date. Je me rends compte que il me donnait rendez-vous dans un bar à 19h, alors qu'il était en date avec une autre fille à 18h dans le même bar, et que probablement on se croisait quand j'arrivais. Je me rends compte qu'à mon anniversaire, il envoyait des messages toute la soirée à plusieurs filles pour leur dire qu'il se faisait chier aux 40 ans d'un pote, qu'il a envoyé des photos de trucs qu'on faisait ensemble à d'autres personnes sans dire qu'il était avec moi, et que la plupart des choses qu'il faisait ou qu'il disait, en fait, étaient fausses. On se rend aussi compte d'une chose, c'est que soit il nous envoie les mêmes messages au même moment, les mêmes photos au même moment. Genre, il sort de chez le coiffeur, on est 6 à recevoir les mêmes photos de lui qui a un doute sur sa coiffure et qui a besoin d'être rassuré. Et en parallèle, on reçoit aussi des messages totalement opposés au même moment. C'est-à-dire que moi, je suis dans une relation de couple exclusive avec lui. Il me dit que vraiment, la relation de couple exclusive, c'est super et c'est ce qu'il voulait dans la vie. En parallèle, il voit une fille qui est dans un couple libre et à qui il dit que le couple libre, c'est vraiment l'avenir de l'humanité et qu'il y croit à mort et qu'il pourrait plus jamais être dans un couple exclusif, quoi. C'est un espèce d'échafaudage géant qui s'effondre pour tout le monde. Il a pas été honnête avec elle non plus et il s'est présenté comme un mec génial. Et ça, c'est un autre truc qu'on détricote aussi ensemble avec ces autres filles, c'est que on est toutes des meufs très féministes, très engagées, assez déconstruites dans notre manière de vivre nos vies amoureuses et sexuelles. Et on se rend compte de l'autre côté que lui se présente toujours de la même manière à nous toutes, peu importe si c'est une fille qui voit une fois ou 10 fois. Il arrive toujours avec son énorme bagage de sa rupture avec Léa, son trauma de sa rupture. Il parle tout de suite du divorce de ses parents, il parle tout de suite de son problème médical, de la psy, des antidépresseurs. Et en fait, il ouvre la porte et il lâche tout lui pour que les filles en face soient en confiance. En tout cas, c'est cette impression que ça donne. Et il se présente aussi tout le temps comme quelqu'un de très féministe, de très déconstruit et de très engagé, ce qui tout de suite endort absolument tout le monde. On voit aussi qu'il y a un truc de love bombing énorme, c'est-à-dire que moi je l'ai même pas vu ou capté, mais il nous écrit à toutes, tout le temps. Évidemment, elle un peu moins qu'à moi, dans le sens où il y a aussi beaucoup de temps où il est avec moi, et c'est pas quelqu'un qui est beaucoup sur son téléphone. C'est ça qui est fou, j'arrive pas à comprendre à quel moment il faisait ça, en fait. Je pense pendant qu'il est au travail ou quand on se voyait pas. Mais c'est quelqu'un qui est tout le temps en train d'envoyer des messages à ses autres femmes, de les relancer sans arrêt, même si c'est des filles qu'il voit plus. Il entretient quand même un truc avec elles tout le temps, des mois après. Et il est hyper connecté avec quelque chose de l'ordre de la présence constante, mais qui est pas une vraie présence parce que c'est une présence virtuelle, en fait. Plus je parle à d'autres filles et plus, je sais pas, les pièces du puzzle se mettent en place. Je me rends compte que, par exemple, il n'a jamais eu le Covid. Jamais, jamais. Et le pire, c'est que ce soir-là, il était même pas avec une meuf, il était avec ses potes en train de se bourrer la gueule
parce qu'il avait envie de passer la soirée avec ses potes et qu'il a préféré me mentir plutôt que de me le dire, quoi. On se reparle pendant que je suis chez moi en province. Je lui envoie des messages, ça me reprend alors que je m'étais dit que c'était pas la peine de lui parler. On finit par s'appeler et il me défonce au téléphone. Il crie pas parce que c'est pas quelqu'un qui crie, mais je sens un changement de ton très fort dans sa voix, il est en colère et tout. Et en fait, il est furieux que je l'ai affiché. Le truc que j'avais fait, c'est que je lui avais dit que j'allais le faire. Tout ce que j'ai fait, au fur et à mesure où je l'ai fait, quand je l'ai fait, je lui ai dit. C'était pas pour le faire dans son dos, c'était pour lui dire, en fait, j'aurais pas honte de ce truc. Je suis désolée, c'est pas moi qui ai fait un truc de merde, c'est toi. Et c'est toi qui vas avoir la honte. Et si je peux éviter ne serait-ce qu'à une meuf ce qui est en train de m'arriver, je le ferai. Donc il savait. Et là, il m'avait supplié d'une chose, c'était de pas lui faire perdre son taf. Comme c'était pas une histoire de vengeance, j'avais aucune raison d'aller jusque-là, évidemment. Mais là, oui, soudainement, il change de ton, il m'engueule. Il me dit que c'est horrible ce qu'il vit, que ça fait des jours qu'il reçoit des messages incendiaires de plein de meufs, qu'il est très isolé, que j'ai prévenu ses potes, en l'occurrence, que ça l'isole d'autant plus. Et moi, je suis mutique au téléphone. En fait, il y a aucun moment où il me demande comment je vais. Aucun moment, il me dit « Et toi, ça va ?» Et là, en fait, il demande rien. Et quand je lui fais remarquer qu'il me demande même pas si ça va, il me dit « Mais non, c'est normal que je te demande pas parce que je trouverais ça déplacé. » J'ai fait autre chose aussi, c'est de prévenir les quelques potes que je connaissais, ou en tout cas dont je connaissais l'existence. Parce qu'à ce moment-là, je me rends compte aussi d'une chose, c'est que je connais assez peu de gens de son côté. Et maintenant, je comprends pourquoi. Tout est très cloisonné dans sa vie. C'est un truc qui m'a fait du bien, c'est qu'immédiatement, ils me croient. Ils n'ont pas douté un moment de ce que je racontais. Et je crois que à la fois la sororité énorme qu'il y a eu d'un côté avec toutes les femmes et le fait que les hommes de sa vie, entre guillemets, m'écoutent, me croient, ne doutent pas une seconde de ce que je racontais, ça a été un certain soulagement aussi, quoi. Et ceux qui ont essayé de l'aider ont assez vite déchanté et se sont rendus compte par eux-mêmes qu'en fait, ils racontaient n'importe quoi. Un mois après tout ça, je pars sur un coup de tête en week-end avec une pote. Et un mec me contacte sur Twitter pour me dire qu'il est désolé pour moi et qu'il a une de ses potes qui vient justement d'avoir une histoire avec Julien. On se parle un peu en privé, je lui dis que si sa pote veut me contacter, elle peut. On s'appelle une semaine après et cette fille me raconte qu'il y a 2 semaines, elle a recontacté Julien parce qu'elle a vu qu'il avait disparu de tous les réseaux sociaux. Évidemment, à la suite de mes posts, il a pris peur et il a supprimé tous ses comptes. Elle s'est demandé pourquoi il avait disparu, qu'elle a voulu prendre des nouvelles et qu'ils ont repris contact. Ils se sont vus, qu'ils ont recouché ensemble sans se protéger et qu'il a essayé d'une part de se remettre avec elle. Je reste un peu sans voix au mot remettre. Cette fille m'appelle et me raconte qu'elle a eu une histoire avec Julien en mai et juin de l'année où on était ensemble, donc, que même s'ils n'ont jamais verbalisé le fait que c'était exclusif, que pour elle c'était assez évident et qu'en tout cas la question se posait même pas. Je découvre un nouveau week-end chez sa mère où il est pas, où il est en fait en train de passer un week-end tranquille à Paris avec cette fille, à mater des séries et à bouffer. Et puis elle me raconte que en juin, il l'a plaqué en disant qu'il était vraiment pas remis de sa relation avec Léa. Quand ils se sont revus, ils ont recouché ensemble. Et elle a eu un doute qu'elle expliquait pas trop, mais elle a voulu qu'ils se revoient pour discuter le lendemain. Et quand ils se sont revus, il lui a balancé une espèce de version édulcorée de l'histoire qui venait d'arriver avec moi. Il s'est mis à lui raconter que il avait un problème, qu'il flirtait avec les meufs sur les apps. Surtout, il lui a proposé qu'ils se remettent ensemble et de recommencer une histoire, que là, il se sentait plus prêt. Elle a pas du tout aimé cette explication. Elle est rentrée chez elle, elle a fouillé et elle a découvert mon histoire sur Twitter.
de réaliser qu'à peine 2 ou 3 semaines après la fin de notre histoire et après que j'ai découvert tout ce qu'il avait fait, alors que j'étais encore en train de découvrir à ce moment-là l'ampleur, le nombre de meufs que je suis incapable de compter, et tout ce qu'il avait fait, pendant ce temps-là, il était déjà en train de recommencer, en fait. Essayer déjà de se remettre avec quelqu'un pour probablement lui refaire la même chose, c'est inconcevable. J'aurais jamais pensé vivre un truc comme ça. Parfois, aujourd'hui encore, j'ai des moments où je freeze et où je me dis mais waouh, attends, mais il t'est arrivé ce truc en fait. J'avais l'impression d'avoir vécu une espèce d'épisode de série Netflix ou quelque chose comme ça. Mais par contre, avec le recul, je me rends compte que j'ai réagi de la bonne manière pour moi. Faire bouger la honte sur lui tout de suite, ne pas essayer de comprendre pourquoi il est comme ça, de tout de suite me concentrer sur ok, moi, qu'est-ce que ça m'a fait, comment je remonte de ça, de quoi j'ai besoin en ce moment, pourquoi j'ai voulu y croire aussi, alors que la vérité, c'est que il y avait des red flags, il y en avait des tout petits, des minuscules, mais qui tous agrégés les uns avec les autres sont énormes. Mais je pense que j'ai pas voulu forcément les voir. J'avais envie de croire que le trop beau pour être vrai, il était vrai, en fait. Alors qu'en fait, il était vraiment trop beau pour être vrai. Le truc que j'en tire, c'est bizarre, mais c'est pas moi qui ai une vie de merde, en fait, aujourd'hui, quoi. J'ai peut-être été bête, j'ai peut-être été conne. Moi, je pense pas. Je m'en veux pas. C'est comme ça que je l'ai vécu, cette histoire. Peut-être que, en l'écoutant, des gens se diront ah, mais elle est trop conne. Ça, moi, ça et ça, je serais partie. Elle aurait jamais dû, ou je sais pas quoi. Je l'ai vécu. Je regrette pas cette histoire. Enfin, j'ai été vraie, quoi. Je l'ai vécu de manière vraie, cette histoire. J'ai pas menti sur qui j'étais, j'ai pas menti sur mes sentiments, j'ai pas manipulé la personne en face. Aussi loin, pendant autant de temps, on serait allé jusqu'où, en fait, si j'avais pas découvert tout ça? On aurait emménagé ensemble, on aurait un enfant, enfin... C'est le tourbillon de se dire, il se serait arrêté quand? Parce que parmi toutes les filles, j'ai découvert qu'il y avait des filles qui avaient été dans une situation similaire avec lui il y a 20 ans. Mais en fait, lui, personne le connaît. J'ai plein de défauts, comme tout le monde. J'ai fait des trucs de merde dans ma vie, comme tout le monde. Mais par contre, les gens, ils savent qui je suis. Et je suis entourée de gens vrais aussi. Et bon, ben, lui, c'est pas son cas. C'est un peu personne. C'est une des filles qui m'a dit, je lui disais, mais je sais pas si je le croise dans la rue, comment je réagirais. Elle m'a dit, mais si on le croise dans la rue, on le regarde pas parce qu'en fait, on connaît pas. Et elle a raison. C'est vrai. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de dégoût. Le dégoût, il est encore là. Mais je pense le plus fort, c'est un peu la pitié. Le truc qui m'a fait le plus ressentir ça, probablement, c'est que j'ai appris récemment qu'il avait créé des nouveaux profils sur les applications avec des nouvelles photos, un peu nouvelle coupe de cheveux, nouvelles lunettes, enfin, on aurait dit un Kies, et avec un faux prénom. Et là, je me suis dit, ok, bon, le mec, il est prêt à tout, en fait, pour continuer à faire ce truc-là. Et ça m'a fait pitié. Parce que quelle vie de merde, en fait, à courir après l'amour et l'affection des gens. C'est une quête infinie. Et en fait, il va probablement être coincé là-dedans toute sa vie, je sais pas. Je lui souhaite pas. Mais malheureusement, je pense que ça va être le cas. Et j'ai peur, moi... dans 2 ou 3 ans ou 4 ans, de recevoir le même coup de fil que Léa a reçu d'une nouvelle fille qui vient de passer 1, 2 ou 3 ans avec lui et qui aura vécu la même chose que moi. Mais bon, je suis pas Batman, je peux pas prévenir toutes les femmes de France. Je l'ai fait au max, maintenant, moi, il faut que je passe à autre chose, quoi. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Christophe Caron. Transfert est produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. Musique originale, Thomas Loupias. L'introduction est écrite par Christophe Caron, elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée.
Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.